La sous-traitance de capacité, qu'on peut appeler aussi sous-traitance conjoncturelle. Elle intervient lorsque l'entreprise donneuse d'ordre fait appel à une autre société pour la réalisation d'une tâche ou la fabrication d'un produit qu'elle peut exécuter elle-même. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Bon, elle ne l'a pas fait parce qu'elle a préféré recourir à une tierce personne, à une tierce entreprise, parce que tout simplement, peut-être à cette période-là, elle-même, elle était engagée dans plusieurs activités. On peut dire que son carnet de commandes était plein. Donc, il a préféré faire appel à un sous-traitant pour vraiment que ce sous-traitant mette à sa disposition les équipements qu'il faut pour faire donc le travail qu'il lui demande. Il y a également un autre type de sous-traitance qui est la sous-traitance de spécialité. La sous-traitance de spécialité. Alors, ça, c'est lorsque l'entrepreneur donneuse d'ordre a recours au service d'une société spécialisée. Je crois que vous êtes suffisamment au courant de toutes ces grandes opérations de sous-traitance qui s'effectuent dans des domaines très stratégiques comme l'aéronautique. Vous avez entendu parler de l'importance de la sous-traitance au niveau d'une grande compagnie comme Airbus. Parce que Airbus utilise pratiquement plus de 10 000 sous-traitants. Ceci met en œuvre plus de 150 000 personnes. Et il y a des éléments importants. Parce que quand on voit un avion, on a l'impression que tout a été assemblé à Toulouse. Non. Il y a des intervenants qui sont dans tous les pays de l'Europe. Et chacun dans son cœur de métier pour amener en tout cas à Airbus ce qu'il lui faut pour que Airbus puisse mettre sur le marché son produit final. Donc c'est ça là. Bon, je pense aussi que dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et les activités connexes, vous avez noté aussi, on a des spécialistes du secteur ici, dans cette salle. Je pense qu'ils nous donneront encore d'autres détails sur ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités de sous-traitance dans ce domaine-là. Donc il y a beaucoup de travaux, que ce soit le gros œuvre ou le second œuvre. Donc ça dépend un peu de la capacité de l'entreprise à répondre à ce besoin de sous-traitance. Il y a maintenant d'autres types de sous-traitance qui sont à côté de ces deux sous-traitances dont j'ai parlé. On peut parler de la sous-traitance de fourniture, dans le sens qu'elle intègre pour une entreprise la réalisation à la fois pour le compte d'une autre entreprise, la définition et l'étude des méthodes à utiliser. Donc ça aussi, on fait recours à cela. Il y a la sous-traitance externe qui, elle, est réalisée directement chez le client, sur l'un de ses chantiers, ou dans l'une de ses filiales. Donc cette sous-traitance peut aussi être développée à ce niveau-là. Il y a aussi, évidemment, des fois aussi, vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, la sous-traitance n'est pas seulement l'affaire des grandes entreprises et des petites entreprises, mais il y a, disons, un mouvement important de sous-traitance entre les petites et moyennes entreprises elles-mêmes. Et souvent, on a appelé ça de la sous-traitance en cascade. On confie quelque chose à A, va reconfier ça à B, B à C, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un peu la sous-traitance dite en cascade, lorsque donc un preneur d'ordre de premier niveau sous-traite lui-même une partie de la production de son commanditaire à une autre PME, donc qui est considérée dans ce cas comme un sous-traitant de second niveau. Donc il y a une interaction entre les entreprises. Bon, on a souvent aussi parlé de la co-traitance, et même des fois on a confondu cette co-traitance avec la sous-traitance. La co-traitance, en fait, ça appelle à une notion de regroupement d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un groupement d'entreprises momentané. C'est un groupement momentané visant à répondre conjointement, par exemple, à un appel d'offres. En ce moment, on met ensemble donc, les capacités, les forces productives pour acquérir, pour gagner ce marché-là. Donc, cette forme de sous-traitance aussi est de plus en plus utilisée. Alors, après avoir défini donc, ces différents types de sous-traitance, moi, je voudrais vous parler très rapidement du contexte de la sous-traitance, le contexte.
dans quel contexte tout ceci, pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourtant, comme l'a rappelé Maha, nous avons toujours parlé d'industrialisation, on a formulé des décennies, j'ai formulé, je crois, la deuxième décennie avec Maha, et le hasard a fait que quand j'ai rejoint l'ONUDI au siège, on m'a demandé de coordonner cette décennie. Je ne vous cache pas que ce n'était pas facile. C'était pas facile et donc j'avais déjà fait aussi l'évaluation de la première décennie pour voir pourquoi elle n'avait pas marché. Pourquoi elle n'avait pas marché, on a essayé de corriger, mais il y avait toujours un pan important qui manquait. Je crois que tout à l'heure, mon ami Olivier, dans son intervention, quand il va vous parler un peu des nouvelles stratégies qui ont été mises en œuvre, peut-être qu'on avait oublié un certain nombre d'aspects. Souvent, on dit que, mais peut-être on oublie les industriels. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait un jour, j'étais avec mon patron, il lui a dit, mais c'est pas vous qui faites l'industrie, c'est nous. Et j'avais eu un petit problème une fois, j'avais organisé une réunion d'experts de l'industrie au Botswana, à Gaborone, et j'ai fait présider cette réunion-là par quelqu'un du secteur privé. Et je ne voudrais pas ici parler de nos ministres, parce que le ministre Alassane Diallo fut mon ministre de l'Industrie, et j'avais fait présider cette réunion-là par quelqu'un du secteur privé. Et le ministre de l'Industrie d'un pays qui aujourd'hui, à l'avant-garde de l'industrialisation, était venu me voir pour me dire « mais pourquoi vous faites présider notre réunion par un privé ?» Alors, on a failli avoir un incident diplomatique, malheureusement, que nous avons pu résoudre. Alors, bien sûr qu'avec la mondialisation, la réorientation des flux d'investissement, les entreprises sont constamment à la recherche de gains de compétitivité en faisant de plus en plus appel à l'innovation et aux nouvelles technologies pour donc pouvoir accéder à de nouvelles opportunités sur les secteurs émergents. Donc ça, c'est un fait qui est là, que nous notons, que nous relevons tous les jours. Et c'est dans ce contexte que, bien sûr, les économies nationales se sont engagées dans le développement de la sous-traitance, du partenariat et des synergies industrielles pour améliorer la productivité et la compétitivité de leurs entreprises. Évidemment, cette sous-traitance-là peut aussi être considérée comme un moyen efficace de stratégie industrielle fondée sur des relations partenariales entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Alors donc, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai essayé de voir au Sénégal, bon, où est-ce qu'on en est en matière de sous-traitance? Est-ce que les PMI au Sénégal sous-traitent? Bon, je sais que je ne le vois pas ici, je sais qu'au Sénégal, on a même mis en place une bourse de sous-traitance et de partenariat. Hein, à l'image de pratiquement tous les pays. Oui, il est dans la salle, le directeur est là, hein, à l'image de la plupart des pays africains. Donc, avec un appui de l'ONUDI, mais aussi un appui de certaines organisations sous-régionales, telles que l'UOMA. Donc, il y a eu tout cet effort-là pour essayer d'impulser un peu la sous-traitance, et il y a même des réunions annuelles organisées par l'UOMA, de manière d'ailleurs circulaire, pour faire le point avec ces bourses de sous-traitance, pour voir où est-ce qu'elles en sont. Hein. Et récemment, vous en avez entendu parler, la BCEAO aussi. Quand la BCEAO a mis en place un nouveau mécanisme de financement des PME dans la sous-région, la BCEAO a fortement recommandé à tous les États membres de mettre en place des bourses de sous-traitance. Ils ont parlé donc des conditions pour que ces PME-là puissent vraiment accéder au financement, mais tout en faisant de sorte aussi que les mesures d'accompagnement soient mises en place. Au Sénégal, les PME constituent la base du tissu économique national. Bon, toutefois, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, la proportion de PME engagées dans des opérations de sous-traitance reste encore limitée. Je pense qu'on a dit peut-être moins de 20%, entre 20 et 25%. Alors, mais j'ai essayé de visiter un peu le cahier de l'Observateur économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, et là, j'ai trouvé un certain nombre d'informations. Alors, il semblerait que les PME et les PMI au Sénégal interviennent beaucoup dans les secteurs de l'entretien. L'entretien, à peu près 41%. La maintenance, bon, vous me direz que ce sont deux secteurs quand même qui sont assez proches. Hein? L'ingénierie, le marketing, la logistique. Alors,
Et à côté de ces secteurs, bon, nous savons qu'aussi il y a les industries extractives, il y a les agro-industries aussi, qui font recours à la sous-traitance et utilisent les PME-PMI. Bien sûr que selon... Je ne peux pas conclure, je n'ai pas encore fini, monsieur le modérateur. Vous m'avez dit 10 à 15 minutes, je ne pense pas avoir fait 15 minutes encore. Hein? Voilà. Alors, selon cette même source, 78% des entreprises interrogées ont opté pour le statut de sous-traitance en vue d'accroître le chiffre d'affaires et accéder à de nouvelles technologies. Donc, je pense que le problème de la technologie est là, il est très important. Et dans la sous-traitance, donc justement, les PME essayent de faire des gains en matière de technologie. Alors, mais évidemment, dans cette opération de sous-traitance, il y a des fois des difficultés. Il y a des fois des conflits qui naissent. Et souvent, on a comme l'impression que ces conflits sont souvent au détriment des petites et moyennes entreprises. Et quand on leur a dit, voilà, quels sont les problèmes qui se posent? Alors, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il y a souvent, ils ont un problème avec le contrat, non-respect des termes du contrat, parce qu'ils ont dit que ceci est dû au fait que les termes de référence ne sont pas assez clairs à leur niveau. Donc, ils ont souvent des difficultés pour interpréter ces termes de référence. Je pense que là, c'est un problème réel que nous allons également rencontrer prochainement quand nous allons nous engager dans le processus de la sous-traitance au niveau de la filière, de la chaîne pétrolière et gazière. Parce que là encore, voilà. Donc, en tout cas, c'était un élément qui a été relevé. Alors, ils ont aussi déploré le manque, l'inexistence de manuels de procédure qui leur permettrait vraiment d'opérer. Et enfin, ils ont trouvé, bien sûr, que les délais de paiement étaient longs, parce que souvent, il leur arrivait d'attendre trop longtemps avant de rentrer dans leur fonds. Alors, évidemment, nous avons essayé de voir, par rapport à ces éléments-là, quelles sont les meilleures pratiques. Par exemple, notamment en matière de délai de paiement, nous avons quand même constaté que dans les pays européens où la sous-traitance vraiment est très vigoureuse, ils sont quand même parvenus à fixer les délais de paiement, si je prends le cas de l'Allemagne, la France et autres, à peu près à 60 jours, hein, pour que ça reste dans ce délai-là. Mais nous avons pensé quand même qu'étant donné la nature particulière des PME et PMI africaines, peut-être que des efforts devraient encore être faits pour encore ramener ces délais-là à un niveau plus supportable. Mais ceci doit être négocié, évidemment, dans le contrat de sous-traitance. Donc, il faut le négocier dès le départ. Alors, donc, voilà un peu pour ce que je voulais dire très rapidement sur ces aspects-là par rapport à la sous-traitance. J'ai annoncé qu'en tout cas, ici au Sénégal, il y a des efforts importants qui sont faits à travers la bourse de sous-traitance, à travers l'agence de promotion, d'encadrement et de développement des PME, dont le directeur lui-même est là. Certainement, il nous dira un peu tout ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont procédé à la labellisation des PME. On parle même de scoring. Et dans notre métier d'agence financière, nous avons même envisagé la notation financière des PME. Bon, il ne faut pas penser qu'on va venir leur demander de payer le même tarif que la Sonatel. Mais je pense qu'avec, en tout cas, les efforts que nous allons mettre ensemble avec l'ADPME, on va trouver une solution. Et il y a des partenaires qui sont déjà intéressés, parce que c'est un élément important pour vraiment la fiabilité des PMI. Parce que quand nous avons regardé le rapport de la BCEAO, le premier élément qui venait, c'était d'abord ce problème de fiabilité donc, des informations que les banquiers obtenaient auprès des PMI. C'est pratiquement 89% par rapport aux autres. Alors, voilà, enfin, je voudrais rapidement dire que pour toutes ces raisons, avec toutes ces difficultés qu'on a évoquées, et étant donné que la sous-traitance est indispensable, nous avons dit qu'il faut quand même imaginer, il faut mettre en place un cadre dans lequel ces relations pourront être mieux huilées en indiquant très clairement ce qui reviendrait au sous-traitant, qu'est-ce qu'il lui faut. Parce qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de la grande entreprise. Je pense qu'il faut un partenariat équilibré. Donc il faudrait voir de chaque côté ce qu'il y a lieu de faire. Et pour conclure, je dirais tout simplement que, peut-être je crois que mon ami
Yvoto va peut-être développer ça. Je pense que quand même la sous-traitance a de beaux jours devant, devant elle, parce qu'il y a des perspectives de développement de la sous-traitance. Je pense qu'ici au Sénégal, on est dans ce mouvement-là. Vous avez tous vu le PSE, surtout dans sa phase 2. Je pense qu'un accent important va être mis sur l'industrialisation, le développement des PME, PMI, et tout ceci peut-être incite à espérer que la sous-traitance va prendre une direction beaucoup plus vigoureuse. Et j'ai même, dans mes investigations, je sais que le gouvernement est en train même de travailler sur une nouvelle stratégie pour développer la sous-traitance au Sénégal. Voilà donc, mesdames, messieurs, je m'excuse, monsieur le modérateur, j'ai essayé de rester dans le temps qui m'a été imparti, hein, et je vous remercie. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez soulevé des points, mais c'était que nous n'avons pas à dire tout ce que nous voulons dire. Nous pouvons, dans les échanges, compléter ce que nous aimerions dire. C'est dans cet esprit-là que je pense que vous pouvez vous arrêter. Donc vous pouvez continuer de développer ça, mais dans nos discussions. Voilà. J'ai oublié de me présenter. Il l'a fait, mais je suis mathématicien de formation avec des spécialisations en informatique appliquée et en économie. Et M. Sarro, je crois, est économiste, ainsi que M. Hito, et M. Diouf, et docteur en